À la fin de la matinée, avec Stéphane, avec également mes consoeurs Laetitia Van Écoute et Cécile Pelletier, ainsi que Francis Pisani, qui travaille au Monde dans l'équipe Le Monde Cities. Je fais très vite, on se disait en arrivant sur cette scène avec Stéphane que le programme était extrêmement dense. Je fais très vite avec juste 3 mots d'introduction. Le premier, parce que c'est une conférence un peu particulière pour nous. Alors, il y a une particularité qui évidemment nous parle au temps et au monde, c'est l'actualité de cette question, qui est bien plus forte aujourd'hui qu'elle n'était il y a 1 ou 2 ans. Toutes les questions liées à l'environnement ont envahi toutes les rubriques de nos journaux. Elles ne sont plus cantonnées aux rubriques spécialisées sur les questions d'environnement. Alors nous, on le voit en France à travers l'actualité sur les élections municipales qui vont avoir lieu bientôt, qu'il s'agisse de villages de moins de 500 habitants jusqu'aux plus grandes métropoles, à commencer par Paris. La question environnementale, la question du rapport à la ville est une question qui est omniprésente. On n'a jamais autant parlé de végétalisation des rues, de friches urbaines, de jardins partagés, de fermes urbaines. La deuxième chose, c'est que c'est une conférence qui marque symboliquement le lancement de la 5e édition des prix d'innovation urbaine Le Monde Cities. Et si vous voulez bien, en 1 minute 15, on vous les présente en vidéo. Organise et délivre des prix de l'innovation urbaine. Pourquoi les villes? Parce que à l'horizon 2050, les 3/4 des habitants de cette... D'abord, on va avoir de la visibilité, de la reconnaissance dans le monde, le journal et le site internet. Ça veut dire, pour le Grand Prix, on va gagner une somme de 20 000 € qui peut aider à développer son projet. Ça veut dire également qu'on va être amené à participer à tous les débats qu'organise Le Monde Cities, entre 8 et 10 séances par an, à Paris, en région et à l'étranger, pour essayer de décoder ces enjeux passionnants et transversaux. But we can also look at a city like this, more dynamic. Seront dévoilés au mois de juin. Et la troisième, last but not least, comme on dit en bon français, c'est que c'est notre premier événement commun, et c'est notre premier événement en Suisse. Et sur ce thème, alors d'abord sur ce thème, pourquoi on s'est dit qu'on allait venir chez vous? Parce qu'on a beaucoup à apprendre de la Suisse. On a aussi beaucoup à apprendre. Je suis très heureux qu'on soit dans un établissement d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur suisse, notamment sur des thématiques comme le design, l'architecture, l'ingénierie. On n'arrête pas d'exploration notamment politique. Il y a tout ce débat de la densité urbanistique ici à Genève. Il y a eu des votations, des référendums qui ont pris position. C'est très intéressant de voir ce qui se passe ici. C'est très intéressant d'échanger avec vous. On ne vous connaît pas tous. On ne sait pas si vous veniez via le monde, via le temps, si vous êtes suisse ou français. Mais toujours est-il que le débat va être absolument fourni. Et effectivement, on remercie la aide de nous recevoir et de ce partenariat avec le monde qui est très intéressant pour nous le temps. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Stéphane. Alors le programme de la matinée est très danse. Normalement, on vous a mis un document comme celui-ci. Philippe Clergeau, je le cite dans un entretien qu'il a donné au Monde, que vous pouvez lire sur le site du Monde ou dans le supplément qui vous avait été remis. Alors comment passer de la ville nature à l'écosystème urbain? Je vous demande d'accueillir chaleureusement pour ouvrir nos travaux, Monsieur Philippe Clergeau. Donc, beaucoup de choses à vous dire sur un sujet qui est à la fois ancien, neuf aussi. Alors, ça va être un peu télégraphique, parce qu'on va réunir encore le temps. La nature c'est tout. La nature c'est du climat, c'est le volcan, c'est les inondations, c'est des plantes. Tout ça c'est de la nature. Donc pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis écologue, ce qui m'intéresse c'est les fonctionnements, et c'est donc une autre approche que de cette nature. Mais dans un premier temps, quand même, il y a quelque chose à souligner, c'est... comme ça. La première chose à souligner, c'est que cette nature, elle nous rend des services. Alors ça peut sembler très anthropocentré, un petit peu en dehors du propos que je vais essayer de développer de façon un peu courte. Mais ça a une efficacité énorme. Aujourd'hui, on est dans un monde très spéculatif, très économique, et on ne se rend pas toujours très bien compte du rôle important de ce contexte-là. Et l'ONU, on va supprimer ma première diapo. Bon, d'accord. Elle est après. Non, on va supprimer plein de diapos. Bon, bah d'accord. Ah bah, alors, l'écosystème, le Millennium Ecosystem Assessment, c'est l'ONU qui en 2005 a décidé, qui a demandé à ce qu'il y ait à peu près 1 millier de chercheurs qui se sont réunis pour expliquer au monde entier à quoi ça sert la nature. Et donc ils ont décrit, c'était la première diapositive, ils ont donc démontré, classifié, fait une typologie, comme on dit, de services
De production, c'est la nature qui nous nourrit, qui nous habille, etc. De régulation, hein, c'est grâce à cette nature qu'on a moins de pollution, moins d'absorption, etc. Et puis de services culturels. Et donc ça a été bien défini avec des beaux tableaux, voilà, bref. Et là, je suis un peu quand même, du fait de ne pas avoir mon timing classique. Ces services-là, on les retrouve aujourd'hui aussi en ville. Donc la nature peut nous rendre des services en ville. Donc de plein d'ordres, hein, et notamment d'ambiance, notamment de santé, c'est reconnu maintenant, et notamment et surtout de régulation de pollution. Et puis, depuis peu de temps, cette nature en ville a pris une autre valeur, cette végétalisation a pris une autre valeur qui est celle de limitation du réchauffement climatique, et notamment des lieux de chaleur. Et donc voilà, la nature nous rend des services et la végétalisation est à continuer. Elle est bien commencée, et c'est ce qui a été rappelé tout de suite. Hein. On s'est végétalisé, on s'est mieux végétalisé qu'avant, et ça, il n'y a pas de souci. Seulement pour moi, il y a un souci de fond qui est que cette végétalisation, c'est pas de la biodiversité. Quand on plante des arbres en ville, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on plante des platanes. Platanes, comme vous le voyez ici. Pourquoi? Parce que le platane, c'est ce qu'on fait de mieux comme arbre pour supporter tout, hein, la chaleur, la sécheresse, la pollution urbaine, etc., etc. Grosses feuilles faciles à ramasser, il y a toute une liste comme ça, on ne peut pas faire mieux. Seulement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une monoculture, on met du platane partout. Platane partout, sensibilité, et aujourd'hui, la chantre du platane, il y a le tigre du platane, qui vont aussi certainement attaquer les arbres de nos villes, et comme l'orme, pour ceux qui s'en souviennent, des années 1970, qui a disparu du sud de la France, et bien on doit avoir une disparition de cet arbre qui nous rend des services. Donc tout l'enjeu, il est effectivement de viser une diversité, c'est le premier élément. Et la deuxième chose sur laquelle moi j'appuie le plus, c'est pas que cette diversité, c'est aussi que ces espèces, elles fonctionnent entre elles. Et la notion de biodiversité, c'est de la relation entre les espèces, plus que de la diversité. Et c'est ce fonctionnement, c'est cette compréhension ce que nous on appelle un écosystème, ces relations entre ces espèces-là, qui va permettre une certaine forme, évidemment, de durabilité du système lui-même, mais aussi de durabilité, bien évidemment, des services qui sont rendus. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a après. Voilà. Alors, ça m'amène à, pour faire simple et court, ça m'amène à aborder deux échelles. Moi, j'y tiens beaucoup parce que le biologique, c'est très compliqué. Hein. De la même façon qu'on distingue, moi, très fortement l'architecture de l'urbanisme, pour moi, ça n'a rien à voir. Ce sont deux disciplines différentes. De la même façon, on peut avoir une approche du fonctionnement, enfin du système urbain, à une échelle très locale, celle de la parcelle, et puis à une échelle globale. Alors, à l'échelle, qu'est-ce qu'ils vont laisser? Ils vont tout supprimer? Ah oui, bon, d'accord. Donc, à l'échelle très locale, il y a plein de travaux qui sont menés, qui sont assez intéressants d'ailleurs. Et donc, c'est ce que j'ai dit au début, on sait végétaliser, on fait des parcs de mieux en mieux, etc. Et aujourd'hui, on a plein de recherches pour approfondir ça, et notamment avec les architectes. Là, on est à l'échelle locale, on est donc bien avec une approche architecturale plutôt. Alors, donc, j'avais quelques exemples à vous montrer, je vous en montre qu'un, c'est celui de Chartier d'Alix, qui a construit une école dite de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, qui est intéressante à plus d'un titre. D'abord parce qu'il y a un toit végétalisé, et pas n'importe lequel, c'est fait sur une dalle, donc ils ont pu mettre presque 1 mètre de terre, donc il y a des arbres, donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel en pleine ville. Et puis, il y a un travail qui a été pensé sur les façades, avec des, comme vous voyez un petit peu, donc des fissures qui permettent à des espèces de s'installer. Alors, ils en avaient mis quelques-unes, mais dès la première année, il y a 40 espèces de plantes qui sont installées, et des petits oiseaux, des insectes, etc., etc. Donc, à l'échelle locale, ça va dans le sens de l'architecture moderne qui se pose beaucoup de questions de ce type-là. Hein. On a des possibilités de recréer aussi des formes de logement pour sortir de la notion de cube, qui est quand même une constante assez généralisée. Donc voilà, ça c'est à l'échelle locale. Et si je passe à une échelle globale plus importante, il y a un processus qui est important pour nous, qui est le processus de dispersion des espèces.
On peut imaginer que j'ai un très beau parc, très naturel, etc. Mais il faut que les espèces, elles arrivent. Et on ne va pas aller les chercher pour les apporter dedans. Il faut qu'il y ait une dynamique dans ce processus-là. Et donc, à l'échelle globale, ce qu'on a démontré, c'est tout l'intérêt de ce qu'on a appelé les trames vertes et bleues en France. C'est donc les continuités entre des habitats. Donc, ce que vous voyez, là, il y a un schéma en haut, avec une grande tâche d'habitat, c'est le réservoir de biodiversité, dans le Grenelle de l'environnement. Et puis, on a des corridors qui rejoignent ces habitats. Ça a été très bien démontré chez plein d'espèces. J'ai mis quelques animaux, mais il y a aussi, ça marche aussi, c'est les plantes. Et l'idée a été de se dire, à cette échelle globale, comment la ville, elle, se construit, ou pourrait se construire. Donc vous retrouvez mon même schéma, et on s'est posé tout de suite des questions sur les formes de continuité en ville. Alors les parcs très bien gérés peuvent faire des réservoirs de biodiversité. Vu leur surface, en général, c'est pas fabuleux, mais c'est quand même bien. Mais au point de vue corridor, on n'a pratiquement rien. Et donc du coup, on a fait des recherches pour essayer de développer un petit peu cette approche à cette échelle-là. Et on s'est aperçu, alors on a fait un gros programme de recherche, et il y a plusieurs choses qui sont apparues assez rapidement. C'est que non seulement les espaces publics, évidemment, et notamment les bords de fleuves, rivières, font sens pour ça, mais aussi des jardins sur des anciens lotissements, etc. Et ça, c'est des choses que maintenant, alors moi je suis consultant en urbanisme auprès de Gennevilliers, c'est ce qui est à gauche, ou de Toulouse, ce qui est à droite, une approche un peu différente de l'espace public et de la façon aussi de gérer une commune, par exemple, par rapport à des zones qu'on va urbaniser et d'autres qu'on va moins urbaniser. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer ces éléments-là. Alors, les recherches en urbanisme écologique, elles ne sont pas très nombreuses. Nous, on travaille sur, c'est ce qui est en haut à droite, on travaille sur les formes de continuité. Est-ce que des bâtiments super bien végétalisés pourraient faire un corridor en 3 dimensions? Pour l'instant, on parle surtout de corridors en 2 dimensions. Pourquoi pas? Pour l'instant, ça ne marche pas trop parce que nos toitures sont toujours très sèches et les murs sont tous avec des gouttes à gouttes, donc très humides, donc on n'a pas tout à fait les mêmes communautés. Donc il y a une réflexion à mener. Le but, c'est pas d'avoir partout pareil, j'ai pas dit ça. Le but, c'est de se rapprocher pour pouvoir avoir aussi des formes de continuité dans certains espaces, dans certains quartiers, dans certains arrondissements. J'ai mis la photo de Barcelone, parce que ça, c'est une question qui est assez nouvelle et qui n'est pas traitée du tout, et que quelques-uns ont essayé de secouer le cocotier en disant, dans 30 ans ou 40 ans, tous nos centres-villes seront sans voiture, pratiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement, et notamment de la part de nos élus et de nos services, des réflexions sur que va devenir ces espaces publics? Et Barcelone fait, à Poblenou, c'est le quartier de Poblenou, fait une expérimentation très intéressante en limitant à une seule voie tout le quartier et en récupérant complètement donc, les trottoirs et une voie de circulation et les a retransformés en espaces de jeu, en terrasses de café, en zones plantées, etc. etc. Donc c'est une expérimentation qui est assez intéressante et qui va dans ce sens un petit peu de non seulement verdir, mais aussi développer une biodiversité. Et puis enfin, ce qui est en bas en droite, c'est ce que vous arrivez à lire, c'est un programme que nous lançons avec le ministère de l'Environnement. Donc je suis le directeur scientifique d'un programme qui s'appelle Formes urbaines et biodiversité, BAUM. Vous tapez BAUM sur Internet, vous trouverez ça. Et l'idée c'est, est-ce qu'on pourrait avoir des caractéristiques qui permettent d'avancer un petit peu mieux, d'évoluer sur ce que serait une forme urbaine. Alors vous voyez qu'une forme urbaine, ça peut être des petites maisons isolées de lotissement jusqu'à des collectifs ou des tours. Qu'est-ce qui est le mieux pour la biodiversité? Et là, il y a les problèmes de surface, il y a les problèmes de qualité, vous avez compris un petit peu avec ce que j'ai dit, il y a les problèmes de dispersion, il faut qu'il y ait des continuités et des éléments comme ça. Donc du coup, ça, ce sont des points un peu neufs, qui sont pour l'instant un petit peu avec plein de points d'interrogation. On a des a priori par rapport à des choses qu'on connaît un peu en zone agricole, mais c'est tout, on n'en a pas au niveau du tout de l'urbanisme. Donc là, on lance un programme de recherche que vous pourrez aller découvrir sur Internet. Là, j'ai représenté aussi, c'est un exemple, on va encore un peu plus loin, puisqu'on travaille aussi un petit peu avec cette notion de biomimétisme, bio-inspiration, alors c'est le terme d'urbanisme régénératif, pour ceux qui suivaient la presse internationale sur ces sujets-là. Avec l'idée qui regroupe un peu tout ce que je vous ai dit, c'est de faire écosystème dès la conception.
Alors il y a quelques exemples, en architecture il y en a plein, hein, de faire avec les ventilations type termitière, etc. Il y a plein d'éléments. En urbanisme il y a beaucoup moins d'éléments comme ça, beaucoup moins de choses. Bon alors on pourrait mettre Central Park peut-être, mais j'ai repris Lavasa qui est en Inde, qui est une petite ville toute neuve et qui a été construite complètement sur une approche écosystémique. Elle a été construite par rapport à la gestion de l'eau. En forêt tropicale, comment l'eau est gérée, les feuilles, les troncs, les racines des arbres, etc. Et ils ont construit les bâtiments, donc après il y a un travail d'archi, en fonction de plantations qu'ils avaient prévues, d'une part, et sur toute cette gestion de l'eau complète, de façon à tout intégrer l'eau et à avoir des recyclages d'eau, des recyclements. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu cet urbanisme, on pourrait dire symbiotique, alors écosystémique, vous avez compris, donc qui fait symbiose, qui permet d'aller ensemble. Bon, ça c'est un exemple. Il y a des très beaux films de nature par exemple, sur ces sujets-là. Et puis, je développe ça dans mes ouvrages, dont l'ouvrage Urbanisme et biodiversité qui va sortir bientôt, où j'ai un peu cette approche critique d'un urbanisme spéculatif, faire un urbanisme qui dure plus longtemps et qui repose des nouvelles questions, avec notamment des notions de diagnostic qu'aujourd'hui on ne fait pas bien, c'est-à-dire que, je ne dis pas que les urbanistes ne le font pas, mais aujourd'hui il y a peu d'urbanistes qui font des vrais diagnostics géographiques et écologiques avant d'arriver à une conception d'où on va mettre les logements, d'où on va mettre les voiries, etc. Voilà. Diapo qui a sauté. Je travaille avec le Chartier d'Alix qui a fait l'école que vous avez vue, où il y a énormément de béton. Donc le principe qui me plaisait, mais il faut qu'on limite le béton. Pour l'instant, on travaille avec le béton, qui est quand même un des matériaux les plus souples et autres, mais on travaille aussi avec la récupération de matériaux et du gravat pour mettre dans le béton ou autre chose. Le problème du béton, c'est pas le sable, c'est pas que le sable, c'est aussi la chaux. C'est ce ciment qui nous coûte énormément d'empreintes CO2, et donc c'est un tout. Alors, pour l'instant, je pense que les architectes en parlent mieux que moi, mais il y a des approches sur les matériaux recyclés, sur des nouveaux matériaux ou autres. On ne sait pas toujours très bien faire, hein, en fibre, en champ, etc. C'est pas toujours très facile à faire, surtout quand on va sur des formes architecturales très compliquées. Hein, voilà. Mais c'est une préoccupation qui va avec, bien évidemment, je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, et donc effectivement... Alors ça dépend de la longueur du message, hein. On peut faire une phrase très longue. Mais il nous arrive d'en faire dans notre journal. Voilà. L'idée la plus forte, parce que vous comprenez que c'est une entrée, l'écologie c'est une des entrées de l'urbanisme, et c'est certainement pas ça qui fait l'urbanisme, on est d'accord tous là-dessus, bien évidemment. Mais aujourd'hui c'est une entrée qui est très forte, ça a été présenté bien tout de suite mon introduction. Et je dirais que c'est un peu la phrase que j'avais écrite à la fin, je pense qu'il y a vraiment une approche à limiter cet urbanisme spéculatif qu'on a aujourd'hui pour pouvoir aller vers une autre forme d'urbanisme qui intègre plus et les citadins et autres, et ça fait longtemps qu'on le dit, et aussi le contexte géographique et écologique. Juste une petite remarque qu'on a repris nous dans certains de nos textes. La PUR alerte sur les constructions autour du Grand Paris, l'agence parisienne d'urbanisme, alerte sur ce qui se passe en ce moment dans le Grand Paris autour des gares. Vous savez qu'il y a tout le réseau des nouvelles gares qui sont en train de se construire dans le Grand Paris. 3000 hectares sont en train d'être construits. Et ils dénoncent, ils disent, ce ne sont, alors j'ai oublié le chiffre, ce ne sont que des centaines de bureaux et de logements. Il n'y a rien de pensé sur l'espace public. Voilà, donc du coup, c'est clair et net. Ça veut dire qu'on reste toujours, aujourd'hui encore, sur un urbanisme spéculatif, presque autour de la mobilité. Non, il y a une centralité de mobilité. On a des fonciers qui vont grimper. Et donc, du coup, on viendra après, peut-être, mais si, on viendra mettre un peu de verdure, on mettra quelques lierres. Bonjour, moi j'ai une question qui est d'un autre ordre. En fait, quand on réfléchit, les villes, elles se sont construites avec beaucoup de béton et de matières imperméables, aussi pour se protéger d'une certaine manière de la nature. Et quand on réintroduit la nature en ville, on réintroduit du risque. Comment vous gérez ça dans la communication avec les citoyens qui vont vouloir se protéger contre les insectes, contre les choses qui font mal, etc.
Les rats. Les rats. Le premier problème, si vous abordez ça de ce côté-là, le premier problème aujourd'hui c'est l'allergie. Plus on met de végétation dans la ville, plus c'est l'allergie qui s'installe et c'est ce que les médecins effectivement nous retournent, ça c'est clair. Alors comment on dit ça? C'est une question du choix, donc c'est une décision politique, entre façon de gérer des éléments vers lesquels on va. Aujourd'hui, ce que fait la Chine, par exemple, pour rafraîchir ses bâtiments, c'est de multiplier les climatiseurs. Donc ils sont à des milliers et des milliers de climatiseurs par rue. C'est un choix. Voilà. Vous voyez derrière tous les problèmes qu'il y a d'empreinte, de consommation énergétique, etc. L'autre choix, c'est de dire quoi? Ce qu'on a démontré déjà à plusieurs reprises, les arbres, dans une avenue, baissent la température de 5 à 8 degrés, notamment en été. C'est énorme. Vous savez, les seuils de mortalité, enfin, je ne ferai pas de dessin là-dessus, vous connaissez le sujet. Entre ces arbres qui perdent leurs feuilles, qu'il va falloir nettoyer, et qui vont aussi, bien sûr, amener des insectes, mais aussi une ambiance et tous les services que j'ai à peine ébauchés, parce que je n'avais pas toute ma liste derrière, voilà. Et ces climatiseurs, c'est un choix politique. Quelle société voulons-nous demain? Est-ce qu'on va continuer le tout béton ou pas? Et aujourd'hui, on a un vrai virage, je crois que ça a été souligné aussi en introduction tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à végétaliser la défense, qui est quand même le symbole magnifique du quartier d'affaires type new-yorkais, etc. Et pourquoi? Parce que les gens ne s'y trouvent pas bien, et que moi j'ai plein de collègues qui travaillent au ministère de l'Environnement, quand ils étaient rue de Ségur, ils n'ont jamais voulu aller à la Défense, ils ont changé de ministère pour rester dans Paris. Pas que pour éviter la mobilité, parce que arriver, enfin bon bref, etc. Vous voyez, je crois que ce sont des choix, et que bien évidemment on a des problèmes. Faire des continuités comme ça, bah oui, on va avoir des renards qui vont rentrer dans la ville, bah oui, mais peut-être qu'ils vont manger des rats, peut-être qu'on va réorganiser d'autres éléments, puis il y a des espèces qu'on va essayer de limiter. Il va falloir être un peu plus attentif sur certaines espèces, bien évidemment, mais ça se gère, donc du coup, c'est pas si simple que ça, et il faut sensibiliser le citadin. Les premiers arbres des villes, où il n'y avait plus du tout de nettoyage et de goudronnage, etc., et on a laissé les mauvaises herbes, entre guillemets, s'installer, il y a eu plein de plaintes. Parce qu'on n'avait pas du tout sensibilisé, expliqué, informé les gens que c'était un peu économique, mais c'était aussi beaucoup pour que l'arbre puisse respirer, on puisse retrouver des bactéries, des mycorhizes, des choses comme ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps pour... Ça dépend de la question. Voilà, expliquer ces approches holistiques avec des nouveaux diagnostics, comme je disais tout à l'heure. Tout à fait. Cette introduction.